c'est une tradition qui existe depuis, c'est la 4e année qu'on fait ça, de recevoir des maires du lac, de l'univers du Lac-Saint-Jean. Parce que c'est ça, c'est le centre de presse du Saguenay, mais ça fait toujours bien de s'intéresser à ce qui se passe dans cette autre moitié de la région, parce que c'est une région. Bien, le maire d'Alma, qu'on fera à l'automne, parce qu'on a fait un débat avec le maire d'Alma, et puis on s'est dit, d'habitude on fait le maire d'Alma seul. En termes de population, je ne vais pas faire de chicane entre personnes. Là. Vous n'avez pas décidé s'il était au Saguenay ou s'il était au Lac-Saint-Jean encore? Ah non, mais... La rouge, c'est embêtant. Alma, c'est assez clair. Donc, c'est ça, le maire d'Alma, ça ira à l'automne. Donc, on reçoit ce matin 3 des principaux maires du Lac-Saint-Jean. Évidemment, on ne les recevra pas tous. Dont 2, c'est la première présence au cercle de presse. M. Richard Hébert, maire de Dolbeau-Mistassini, nouveau depuis la dernière élection. M. Gilles Potvin, qui vient encore une fois. M. Gilles Potvin, vous êtes maire depuis quelle année? Depuis 2005. Depuis 2005. Maire de Saint-Félicien. Et M. Guy Larouche, maire de Roberval, qui est ici avec nous pour la première fois. Est-ce que vous vous êtes entendu pour le mot d'ouverture? Vous avez 3-4 minutes chacun pour nous dire qu'est-ce qui se passe de beau par chez vous. Par la suite, on passera aux questions. La première question ira à François Saint-Gelais et j'invite mes autres collègues à me faire signe pour les questions. Donc, on débute avec M. Potvin qui est le plus habitué, tiens. D'accord. Alors, bonjour, bon matin tout le monde. Ça fait plaisir d'être avec vous. La grande région, hein? 2 régions dans une, mais il y a des rendez-vous qu'il faut faire régulièrement pour maintenir cette unité-là, je pense, qui est importante, là. Au bilan du 175e, puis pour moi, Saint-Félicien, à l'aube d'un 150e, qui correspond chez nous à une espèce de relance de ma communauté avec la crise forestière qui se termine. Vous savez que Saint-Félicien a une économie essentiellement forestière à 75 %, pour le reste, c'est des services. Mais au terme presque d'une période très difficile, où on vient de consolider l'avenir de notre usine de pâtes Kraft, l'usine de Résolu, par un effort là, vraiment spécial pour la rendre plus compétitive encore au moins quelques années avec la mise en place du gaz, des nouveaux propriétaires qui ont une vision intégrée, qui font revivre pour nous un peu le modèle qui avait fait notre fortune il y a 35 ans, le modèle de Donoyau, avec une intégration complète. La stabilisation au niveau du siège, là, avec une entente là, territoriale qu'on a eue avec Roberval, Mastéache, je pense que c'est important. Mais également, à l'aube d'un questionnement majeur pour un pilier fondamental, un produit d'appel que la région reconnaît encore, reconnaît depuis toujours, puis reconnaîtra encore longtemps. C'est à la veille là, de la relance d'un nouveau plan de développement pour le jardin zoologique, un nouveau repositionnement pour confirmer, affirmer notre vocation puis notre avenir. Alors, je pense que pour nous, là, c'est une période charnière, Saint-Félicien. On est en train de réaliser une planification stratégique pour donner, là, pour mobiliser toute la population, tous les partenaires, là, à la veille du 150e. Alors moi, je suis bien heureux d'être encore là, aux commandes de la municipalité, parce qu'il y a beaucoup de défis là-dedans qui m'intéressent personnellement, en termes de conclusion aussi à un engagement professionnel que j'ai eu en développement régional depuis maintenant 30 ans. Alors, c'est ce qui me motive, c'est ce qui m'intéresse à encore animer là, les destinées de la région là, à cette période là, vraiment charnière de notre histoire. Merci. Merci beaucoup, M. Potvin. Peut-être M. Hébert, maire de Dolbeau-Mistassini. Oui, bien, bon matin à tout le monde aussi. C'est un honneur et un privilège pour moi d'être devant vous ce matin ici à Saguenay. À Dolbeau-Mistassini, une population de 15 000 habitants qui vit évidemment beaucoup de la forêt, une culture mono-industrielle. À Dolbeau-Mistassini, il y a quelques années, on a réussi l'impossible, c'est-à-dire de réouvrir la papetière. Peu de personnes croyaient ça possible. Mais chez nous, c'est pas fini tant que c'est pas fini. On a d'autres espoirs, évidemment, sur une vision de l'avenir dans d'autres créneaux. On a évoqué, évidemment, et je voudrais pas m'étendre nécessairement sur la possibilité d'avoir une aluminerie. On y croit. Maintenant, à Dolbeau-Mistassini, c'est la 3e ville en importance au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et on a l'intention de jouer notre rôle pleinement sur la scène régionale. Évidemment, en partenariat avec mes confrères
et de Roberval et de Saint-Félicien. On a aussi un projet commun qui s'appelle les routes d'eau et de glace. On vous invite d'ailleurs cette semaine, si vous avez le temps, de venir à Péribonka où on va lancer les bases de cette association. On a un produit à vendre qui s'appelle le Lac-Saint-Jean, un produit très enviable, et c'est nous qui allons en faire la promotion au cours des prochaines semaines, voire des prochaines années, et on va avoir des produits à vous proposer bientôt. Debout-Mistassini, la capitale mondiale du bleuet sauvage, on va insister beaucoup sur cette image. On revendique ce titre-là en toute honnêteté. À Debout-Mistassini, il y a des usines de congélation de bleuets qui font vivre énormément de familles. On est heureux ces temps-ci parce qu'il n'y a pas eu de gelée. Et ça veut dire que les familles vont pouvoir cueillir du bleuet en août et, croyez-moi, il sera en abondance. Alors ça, c'est un apport économique important pour la population de nos environs. Debout-Mistassini est la ville la plus importante de la MRC Maria-Chapdelaine, compte une population, comme je le disais tout à l'heure, d'une quinzaine de milliers de personnes dans une population de 25 000. Notre avenir, il y a un vent d'optimisme qui flotte à Debout-Mistassini, de renouveau avec un nouveau conseil. Et moi, j'ai l'honneur d'en diriger les destinées. Et je suis très, très heureux et très fier de représenter les citoyens de la capitale mondiale du bleuet sauvage. Merci. Merci beaucoup, M. Hébert. Maintenant, M. Guy Larouche, maire de Roberval. Bon matin, tout le monde. Écoutez, Roberval, c'est la vie au bord d'un lac. C'est une ville qui est axée vraiment sur le développement. Présentement, je vous dirais, on s'affaire à se préparer à recevoir de la visite dans le cadre de la 60e traversée internationale du lac Saint-Jean. On se considère chanceux, 15 nageurs au niveau international, 15 nageurs de d'autres pays, donc un rayonnement qui va être international. Pour bien recevoir tout ce monde-là, on s'est refait une beauté au niveau du centre-ville. Donc, on a débouché une nouvelle artère qui est la rue Saint-Alphonse qui donne un accès directement à la marina. Pour recevoir encore tout le monde, on a 60 nouvelles places à quai, dont 30 places réservées exclusivement pour la visite, comme on dit. Et étant donné qu'on s'attend à avoir bien des gens également au niveau touristique, camping motorisé, bien, la Pointe-Scott va être accessible pour seulement 40 $ pour la semaine au complet. Bien entendu, il n'y a aucun service, mais les gens vont être en mesure de se stationner là. Cette année est une année de grands dossiers. Quand on dit grand dossier, bien, vous l'avez vu dernièrement, on a pris une entente au niveau du dossier de produits forestiers résolus. Je pense qu'il a démontré une vision qui est vraiment régionale. On pense au développement autant au niveau de mes confrères qui est d'avoir une collaboration. On veut également, normalement, prochainement, on devrait être en mesure de finaliser le dossier du Clairefontaine. On lance les appels d'offres d'ici la fin du mois pour le couvent des Ursulines, ainsi que pour des projets de développement au niveau de la Pointe-Scott. On avait encore un dossier également qui traînait depuis au-dessus de 13 ans, qui était le domaine Lévesque. On a réussi à finaliser le tout. Il nous reste bien que d'avoir les derniers accords de la CPTAQ et on va être en mesure de débuter les travaux, je vous dirais normalement, fin août, début septembre. Donc, c'est de remettre Roberval vraiment en action. On a réactivé également l'agence de développement, déjà 6 entreprises qu'on a fait des investissements. On a des projets pour l'aéroport, on a d'autres projets pour le centre-ville, les parcs industriels. On reprend le contrôle de notre développement et je pense que la priorité est vers ça. Oui, on a toujours été une ville de service, mais si on tient compte que dans les 30 dernières années, ça a toujours été un secteur où il y a eu des coupures, des restructurations et des pertes d'emplois, la moindre des choses est d'avoir vraiment une nouvelle vision qui est entrepreneuriale. Si on prend exemple sur mes 2 municipalités voisines, où ils ont un créneau, je vous dirais, industriel beaucoup plus développé que Roberval, peut-être qu'on ne se rendra pas jusque-là, mais on peut avoir vraiment une vision au niveau de différentes entreprises qui vont correspondre à l'histoire de Roberval, parce qu'on est quand même une ville qui a fêté son 160e anniversaire, et d'arriver avec quelque chose de nouveau et de différent. Faisons-nous confiance, l'avenir est à nous. Merci. Merci beaucoup, M. Larouche. On va maintenant passer à la période de questions. Vous me faites signe pour les questions. La première question ira à François Saint-Gillet du Quotidien, qui sera suivi par Vicky Boutin de Radio-Canada. Poser une petite question évidente pour démarrer le tout. On va vider ce point-là. Qu'est-ce que vous pensez des déclarations du maire de Saint-Denis, Jean Tremblay?
Ben, je vous dirais que ça ressemble plus d'un pot d'eau. On a mieux l'appeler pot d'eau ce matin là, pour éviter tout litige à ce niveau-là. Mais écoutez, il y a des phrases qui peuvent être prises des fois dans un contexte, dépendamment comment est-ce que c'est formulé. Je pense que d'autres termes auraient peut-être pu être utilisés. Mais ça, là-dedans, si on suit les discours de tout ce qu'on peut faire dans une journée, on pourrait facilement, pour tous et chacun, reprendre différents propos et les replacer différemment. Je ne sais pas si vous voulez intervenir, M. Potvin, M. Hébert. Non, moi, en autant que ça ne devienne pas du mépris là, caricatural, là, parce que là, des fois, Cruche, c'est quand même... ça nous indispose. Quand on va à l'extérieur, là, on se fait un peu entacher. La région, je pense que ça commence à atteindre là, des limites. Moi, je trouve que ça devient incommodant. S'il y a eu... C'est une méprise, ça va, là, mais si c'est sonvé... Donc, c'est la ligne entre la méprise et le mépris. Ça témoigne de relations très acrimonieuses entre la presse et le maire de Saguenay. Et comme le dit M. Potvin, c'est vrai, quand on va à l'extérieur, c'est de ça qu'on nous parle beaucoup. Moi, je suis pas dans les souliers de M. Tremblay. Il peut dire ce que bon lui semble. Mais moi, d'expérience, j'ai toujours essayé d'entretenir des bonnes relations avec les gens de la presse parce que c'est la courroie de transmission qui nous permet de faire avancer nos idées. Alors, c'est sûr que lorsqu'on se met à dos les gens de la presse, ben, on doit vivre avec les conséquences. M. Tremblay mène sa carrière comme lui le veut, mais c'est drôle, on dirait que depuis quelque temps, on dirait que les tuiles commencent à tomber du plafond. Ça m'amène sur une question. Quand, bon, vous êtes les trois villes, vous êtes membre de l'UMQ, je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a des formations sur quel est le rôle des médias, quel est le rôle des journalistes? J'imagine que lorsque vous arrivez en politique, la compréhension du rôle et du travail des journalistes et des médias, j'imagine que ce n'est pas quelque chose d'inné. Est-ce qu'il y a des formations là-dessus? Oui. Dans les congrès, habituellement, il y a toujours des ateliers thématiques, relations avec la presse, relations avec le milieu, comment communiquer. L'attitude à adopter, là, soit aux séances publiques, sur le décorum, sur les règles du bon usage pour l'élu. C'est sûr que depuis quelques années, avec les médias sociaux, la façon que l'information se communique, se véhicule, tu n'as pas beaucoup de marge à l'erreur. C'est parce que des fois, tu es déformé, on dit toujours le mal cité, c'est le politicien. Moi, j'essaie de pas employer cette expression-là, mais il faut que tu te préserves un peu, il faut que tu aies un minimum de retenue, puis il faut que tu aies certains égards qu'il y a peut-être 15 ans, 20 ans, on n'avait pas besoin de tenir compte. Ça se passait dans la salle du conseil, ça restait là, mais quand tu dis que tu sors, tu vas manger un ville avec un homme d'affaires n'importe où, tu vas lever le téléphone, mais on sait ce que ça veut dire. Moi, je n'ai jamais vu ça, mais je connais ça aujourd'hui. Alors, il faut être prudent, n'importe où tu fais un commentaire. Je pense que la culture a changé, il faut s'adapter à ça, sinon, ben... Vous, M. Larouche? Bien, les journalistes, moi je dirais, je vois ça comme des partenaires. Okay? Souvent, on travaille sur différents dossiers et souvent, les journalistes vont collaborer à la mise en place de des idées. Étape par étape, on peut arriver, puis souvent, il y a de l'information privilégiée qu'ils vont avoir et ils sont en mesure de faire la part des choses pour savoir quand est-ce que c'est le temps de le sortir. Quand est-ce que le timing va être bon pour la question de développement. Tout le monde, on a tous à cœur le développement de notre région. On veut tous que ça fonctionne bien, on veut tous que les industries viennent s'établir chez nous, on veut tous avoir une belle collaboration et tous ceux avec qui moi je fais affaire, ils vont arriver et ils vont dire « OK, on va s'organiser que pour, mettons, tel type de projet, on va attendre vers cette fenêtre-là, ça va être meilleur, c'est qu'on arrive, qu'on en parle, qu'on amène les sujets. Ils valident également l'information. Rarement, je vais avoir un journaliste qui va sortir de quoi sans m'avoir demandé, OK, du moins ma version ou mon opinion là-dedans. Puis, je pense que c'est de faire montre d'un grand professionnaliste à ce niveau-là. Parce que, comme je dis toujours, il y a toujours deux côtés de médaille. Autant quand c'est un citoyen qui n'est pas content de quelque chose, est-ce qu'il y a de quoi qu'est-ce qui s'est passé de l'autre bord? Il faut vraiment faire le tour. Et, en tout cas, depuis que je suis élu, je peux vous dire que je vois des gens qui sont professionnels, qui sont en mesure de, OK, parfait, ça, on l'envoie de telle manière, on travaille. On les aide pas à écrire leur texte, pas du tout, mais on leur donne l'information qui est juste.
et eux la véhiculent quand le timing, c'est vraiment l'idéal. Parce que c'est pas juste de faire des coups d'éclat, faut s'assurer, c'est de l'information. Il y aura toujours du journalisme de sensation et il y aura du journalisme d'information. Et tant qu'à moi, le journalisme d'information, c'est ce qui nous permet à tous et chacun d'avancer. Puis j'aime la manière dont tu parles de professionnalisme, parce qu'aujourd'hui, avec Big Brother Watching You, tout le monde est un peu blogueur, journaliste, etc. Et là, il y a une différence à faire entre une information qui est professionnelle de la part de vous, les médias, et de la part des blogueurs qui, aujourd'hui, peuvent lancer un cancan, qui peuvent nous ramasser dans une situation qui est pas tellement enviable. Et puis, tout à l'heure, quand je le disais que c'est avec vous qu'on entretient les meilleures relations, d'abord, on est tous dans le même autobus, si on peut dire, hein? Et puis, souvent, il y a des informations qu'on se donne comme ça, que vous respectez. Et ça, moi, je tiens à le souligner. Lors de certains événements, j'ai dit des choses à des journalistes sous le couvert de l'anonymat et les personnes ont respecté ça. Mais c'est un jeu dangereux parce qu'on se croise souvent à la frontière et on échange des informations. Alors, c'est pour ça que la relation entre des élus et les journalistes doit être dans le meilleur des cas, parce que je me souviens d'une maxime de CKRS qui disait que la publicité précédait le succès. Mais les mauvaises relations avec la presse peuvent annoncer ta fin imminente ou le contraire. Hein. Tu peux partir d'un matin d'une bonne... Moi, je peux vous dire, quand je me suis ramassé le 7 de novembre sur la première page des journaux là, par rapport à la controverse du 175e, je me suis aperçu de la force des médias, autant écrits que etc. Ça a été... Pour moi, ça me lançait dans le bain assez rapidement, merci. Mais c'est comme ça, puis il faut vivre avec ça. C'est un élément incontournable de la vie d'un politicien, la relation avec les médias. Merci. Prochaine question de Vicky Boutin. Par la suite, Mélissa Savoie-Soulière. Ma question s'adresse au maire de Saint-Félicien et de Roberval. Il y a 2 ans, un des sujets chauds, c'était la possible fusion entre Roberval, Saint-Prime, Saint-Félicien. On n'en a pas beaucoup entendu parler depuis. J'aimerais savoir, M. Larouche, où vous logez dans cette idée-là. Et M. Potvin, est-ce que votre idée a changé depuis? Bien, écoutez, Roberval, je pense que depuis le début, on démontre vraiment un désir de travailler ensemble, de travailler en partenariat. J'ai souvent parlé de promotion Lac-Saint-Jean. Je pense qu'il y a moyen de faire des réalisations ensemble, des collaborations. Puis écoutez, moi, M. Potvin, on fait même souvent du covoiturage pour se rendre à des événements. On discute ensemble, on discute de des projets. Et voir à la réalisation de celui-ci, tout en gardant également, je vous dirais, dans le respect au niveau des citoyens, chacun sa municipalité. Saint-Félicien sont à l'aube de leur 150e. On vient de fêter notre 160e. Chacun des citoyens a à cœur, comme on dit des fois, peut-être son tag de sa municipalité. Par contre, on est trop petit pour s'ignorer. Donc, si on veut passer à travers tout ce que l'avenir peut nous réserver, ben, c'est notre devoir, OK, en tant que magistrat, de travailler ensemble, travailler à collaborer ensemble. Que ce soit au niveau du tourisme, que ce soit au niveau des industries, que ce soit au niveau de la conservation des emplois. Saint-Félicien, dernièrement, a annoncé un super de beau projet avec les serres Toundra. Au niveau d'Oberval, on est vraiment heureux parce qu'on se dit possiblement qu'on aura des retombées, OK, de tout ça, dans les emplois indirects, même dans les emplois directs. Il y a des gens qui peuvent désirer s'établir à Roberval et aller travailler à Saint-Félicien. J'ai travaillé 5 ans à Saint-Félicien, j'ai travaillé 3 ans et demi à Dolbeau-Mistassini. Rien que des fois, au Lac-Saint-Jean, on a peur de faire un petit peu de route, mais ayant resté à Québec pendant 15 ans, 20 minutes, c'est à côté. 40 minutes, parlez-en à des gens de Montréal, qu'est-ce que c'est? C'est 40 minutes à faire 5 km pressant en arrière d'un volant où ce qu'on n'avance pas. On est chanceux, on n'a pas cette problématique-là, mais le Lac-Saint-Jean, c'est tout petit, quand on regarde tout ça. Il n'y a pas de fusion. Non, écoutez, moi je l'avais toujours dit, le prédécesseur de M. Larouche, il tenait. Puis il m'a même mis l'enjeu du transfert de CAF. M. Larouche est arrivé de le regarder autrement. Ça ne pouvait pas être une condition. On est 2 entités. Il y a de l'émulation qui est nécessaire, je pense, au niveau d'un territoire. Roberval, qui est plus une ville de service, il faut l'admettre, qui a été longtemps le chef-lieu. On reconnaît ça. Nous, c'est une ville d'industriels, d'entrepreneurs. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a également, entre les deux, là, il y a une autre réalité, il y a Saint-Prime. Saint-Prime qui a une vocation agricole, une vocation de village dortoir aussi, qui s'accommode très bien de cette situation-là. La paroisse agricole de Saint-Félicien est desservie par le coop de Saint-Prime. Nos rangs sont en contigu. Il y a déjà une forme de fusion qu'on vit. Alors,
par respect, puis Saint-Prime a toujours cette volonté-là, cette identité très forte, ce caractère très fort. Alors, on ne peut pas passer, on ne peut pas faire le bon, puis obliger Saint-Prime. Alors ça, par respect, un jour, si jamais une question d'évolution, je pense qu'une première étape, ça peut être Saint-Félicien avec Saint-Prime, puis les villages autour, comme ça se fait ailleurs. Mais chez nous, on ne sent pas aucune priorité, aucun intérêt à ce mouvement-là. Par contre, des ententes administratives, M. Larouche a une très belle ouverture. On le fait déjà en incendie, on va le faire avec la Société d'énergie communautaire. On pense peut-être à des régies de ressources humaines, on pense à des régies techniques. Moi, je suis très bien doté. J'ai 3 ingénieurs dans mes services techniques. Il y a un urbaniste à Roberval. Alors, on est complémentaires sur certains aspects. Mais de là envisager une fusion, moi, en tout cas, c'est pas sous mon mandat que ça va se faire. Puis pour les journalistes, M. Hébert, vous le dites tout de suite, Dagrasse, fusionnez pas, c'est déjà assez long de même comme nom de ville. C'est moins pire que Métabetchouane de Calacroix. Ah, c'est pas loin. C'est pas loin. Prochaine question, Mélissa Savoie-Soulière. Par la suite, Louis Tremblay, Le Quotidien. Ma question s'adresse à M. Hébert. Tout à l'heure, vous avez lancé l'idée de la luminerie. C'était une promesse de Philippe Couillard pendant la campagne électorale. Où en est le projet et avez-vous pu en discuter avec lui? Oui. Le projet est très, très avancé. Pour vous donner un terme de golf, on n'est pas au coup de départ, on est sur le vert. Et les rencontres vont avoir lieu dans les prochains... je peux pas trop être précis, là. Mais si je vous dis un chiffre, d'ici à probablement la fin du mois de juillet, on sera en mesure de dire déjà certaines choses. Nous avons rencontré ces personnes-là et vous ne pourrez pas me faire dire le nom de cette entreprise, évidemment, parce que je suis dans le royaume du Saguenay et je suis pas convaincu que Rio Tinto n'a pas des antennes, mais sérieusement, on est très avancé avec le projet. Il y a déjà des rencontres en haut lieu qui ont eu lieu, excusez le pléonasme. La dernière rencontre qui reste, c'est entre le premier ministre et le président de l'entreprise, et ça devrait avoir lieu très bientôt. Quand j'en ai parlé le 16 juillet dans une entrevue que je donnais à Jean-Pierre Girard à Radio-Canada, quand il me dit « Avez-vous des projets pour la mairie, etc. » Je lui ai parlé d'une aluminerie. Il a dit « Vous croyez encore à ça, vous? » Mais je vous réponds ici « Oui, on y croit. » Puis lorsque ça va... c'est pas demain matin qu'on va l'inaugurer, mais de plus en plus, les étapes nous montrent qu'on est exactement dans le bon créneau. Vous l'avez vu un peu avec la fabrication du F-150 de Ford qui va avoir lieu dans quelques années. GM va suivre aussi. Toyota, toutes les voitures vont être en aluminium. J'ai lu un article dans le Quotidien récemment qui disait qu'on avait manqué de bateaux. Je suis pas d'accord avec ça du tout. On n'a pas manqué de bateaux. Mais qu'est-ce qui reste, M. Hébert? C'est négocier le coût d'électricité avec Philippe Couillard? Vous l'avez dit. On est rendu là. Et moi, je me souviens à l'époque de Mme Marois, quand elle était à Davos, en Suisse, et elle a dit on va pouvoir donner un aménagement pour Ferra Atlantico. Ferra Atlantico, oui. Oui, excusez-moi. Moi, j'ai entendu ça dans mon Lac-Saint-Jean natal et j'ai dit si c'est bon pour eux, ça doit être bon pour nous. Et M. Couillard dit qu'il n'était pas contre l'idée. Vous savez, quand on est dans... Je l'ai dit entre autres à M. Saint-Gelais et à M. Tremblay quand on s'est rencontrés dans une autre occasion, c'est lorsqu'il y a une faille qu'il faut la remplir et c'est lorsqu'il y a un ralentissement qu'il faut se préparer. Et nous, on sera prêts quand le marché de l'aluminium va refaire surface parce que c'est le métal de l'avenir. C'est une matière récupérable. On a de l'énergie propre. Et qu'est-ce qui fait que ces entreprises-là sont prêtes à venir s'installer chez nous? C'est à cause de la partie environnementale qui fait que l'alumine ou le lingot d'aluminium sera fait de la manière la plus propre possible. Pas avec de l'huile, pas avec du pétrole, mais avec de l'hydroélectricité, qu'on a en quantité. Et plutôt que laisser dormir des surplus énergétiques, serait mieux de les utiliser à faire de la création d'emplois. Vous savez, Mme Soulière, que de l'électricité, on ne peut pas mettre ça dans une boîte puis le vendre le lendemain matin. Il faut le vendre pendant qu'ils sont là. Et moi, ce que j'ai compris du discours du premier ministre, M. Couillard, de notre député, c'est qu'il était en faveur d'accorder des réductions de tarifs pour des gens qui vont créer du lingot d'aluminium propre. Et ça va se vendre sur le marché. Est-ce que, par exemple, M. Couillard dit oui, on vous donne l'électricité, est-ce que l'autre condition, c'est que le marché remonte ou même si le projet va être enclenché, même si le marché n'a pas remonté? Dans le fond, tout ce qui manque, c'est de l'électricité. Dès que ça, c'est oui, ça décolle? C'est exactement ça. Les discussions sont à ce point avancées que lorsque le tarif va arriver dans l'œil de la compagnie, je peux vous dire une affaire que ça va aller vite ensuite. Et en plus, il y aura par la suite, on a déjà une promesse de Denis Lebel par rapport à un tracel qui ferait passer un train
de l'autre côté. La compagnie, avec M. Sean Fain, on a parlé évidemment, trouvez-nous un client de l'autre côté. Et on sait à peu près où est-ce qu'on la situerait. Et à ce moment-là, l'électricité, le gaz naturel, voyez-vous, c'est tout ça qui va faire, c'est l'espoir qu'on fonde sur ce projet. Et je pense, et je ne veux pas me mettre encore une fois dans les souliers du premier ministre, mais il y a avant tout, pour demeurer premier ministre, il faut être député de son comté. Et s'il veut créer de l'emploi dans le nord du lac Saint-Jean, il y a tout ce qu'il faut pour venir créer. Puis, comme le disait M. Larouche, quand on a annoncé le très beau projet dans la ville de Saint-Félicien, de Toundra, les serres Toundra, nous autres, on était extrêmement contents parce que, comme le disait M. Larouche tout à l'heure, on va en avoir des retombées. Mais imaginez-vous, madame, une aluminerie. Qu'est-ce que ça pourrait faire pour le nord du lac Saint-Jean? Combien de jobs? Pour combien de gens? Combien d'emplois? 200, 300, 400? On parle d'environ de 4 à 500 emplois directs. Et chaque emploi direct en aluminerie n'en rapporte environ 4 ou 5 autres. Alors pour nous, ça serait une planche de salut très importante parce que sortir de la culture mono-industrielle, c'est ce qu'on souhaite tous, de ne pas avoir qu'un créneau, d'en avoir 2, d'en avoir 3. Alors nous, on est très optimistes, madame, tant qu'à... J'ai hâte de vous faire des belles annonces et je souhaite qu'à l'intérieur de ce mandat-là, que je puisse annoncer à la face du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du monde entier qu'on aura une aluminerie au nord du Lac-Saint-Jean. J'y crois. Je suis content que vous me posiez la question parce qu'avec les gens de la communication chez nous, ils ont dit « Tu ne devrais pas vraiment parler de ça, le monde, ça ne les intéresse pas beaucoup. » Moi, au contraire, ça m'intéresse énormément d'amener des entreprises qui vont créer de l'emploi et de la stabilité économique dans notre milieu. Merci. Prochaine question, Louis Tremblay, Le Quotidien. Par la suite, Bertrand Tremblay. En fait, ma question s'adresse à M. Hébert, puis ça peut aller à tous les autres maires. Les Québécois achètent en ce moment à peu près peut-être 50-60 mégawatts d'électricité dont on n'a pas de besoin dans votre MRC. M. Hébert, jusqu'où les Québécois vont être obligés de payer pour faire vivre des usines au lac Saint-Jean? Parce que là, dans l'aluminerie, il va falloir que le gouvernement aille avec des tarifs, qu'on ne parle plus du tarifaire à 4 cents. Là. Compétitionner ailleurs dans le monde, c'est des tarifs à 1 cent, 1,5 cents. Le tarif dont on parle, c'est 2,3, 2,4. Mais jusqu'où les Québécois vont payer pour faire vivre l'économie du lac Saint-Jean qui, en ce moment, en profite largement parce qu'Hydro-Québec achète plein d'électricité. Ils n'ont pas besoin de l'acheter. Ils l'achètent pareil. Votre usine est rentable à cause de ça. L'usine de pâte Kraft est plus rentable à cause de ça. Puis là, ils font des centrales, mini-centrales hydroélectriques. Puis ils n'ont pas besoin de cette électricité-là. C'est pratiquement de la subvention déguisée. Là. Où ça va arrêter, ça? Là, le zoo s'en vient, qu'il va avoir besoin aussi d'argent pour se développer encore. Les propos de Jean Simard disaient que c'est pas tellement ce que ça peut rapporter, mais c'est la création d'emplois que ça peut faire. Et qu'est-ce que les Québécois vont dire de créer une cimenterie à Port-Meunier? Il y a de l'argent beaucoup en jeu. Pourquoi, quand ça arrive au Lac-Saint-Jean, que c'est comme du gaspillage d'électricité? Moi, je ne suis pas d'accord avec ce propos-là, puis je vous respecte. Cependant, pourquoi les Québécois doivent payer? Quand on a créé la Société d'énergie du Lac-Saint-Jean, puis qu'on est en train de faire un très beau barrage à Val-Jalbert, vous avez entendu les gens de la Fondation Rivière, Paul Piché, je vais tous vous les nommer si vous voulez, Roy Dupuis, pour nous dire qu'on n'avait pas le droit de développer notre coin de pays, mais on n'est pas décolonisé au Lac-Saint-Jean. Puis on est capable de se développer, puis le MAMRO, qui s'appelle maintenant le MAMO, il incite les collectivités à se prendre en main pour développer, puis on se fait dire par des environnementalistes ou des intellectuels du plateau de Mont-Royal qu'est-ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Moi, je ne suis pas de cette école-là. Je suis trop fier, moi, pour me faire dire par des autres ce que je dois faire ou ne pas faire. Puis les gens de la région, de Dolbeau-Mistassini, de chez mes confrères à côté, on est capable de se lever debout, puis de faire des choses pour l'avenir, pour notre communauté. Parce que dans le fond, le projet des mini-centrales qui a été relancé par le gouvernement libéral, c'est un projet, même Philippe Couillard le reconnaît, techniquement, le projet comme tel, c'est à perte. L'électricité qui est achetée plus cher que ce qu'elle va être vendue. Et c'est un projet uniquement pour créer de l'emploi. C'est un peu peut-être dans cet angle-là que vous voulez aller, mon collègue Louis Tremblay. Là. Moi, Louis, t'es dur un peu, là, la cogénération en biomasse, les papetières. Tu sais que les vraies raisons, dans le fond, on produit à peu près 75 mégawatts en région à base de biomasse pour consolider notre industrie des pâtes et papiers. On règle également un problème environnemental majeur, alors qu'on déposait les écorces partout en nature. Alors ça, c'est des coûts évités à la société, en réhabilitation de la nappe phréatique, en maladies éventuelles, en tout ce que tu voudras. Fait qu'il ne faut pas dire que c'est le Québec qui nous fait une faveur. C'est qu'on reconnaît
que la région, avec son industrie traditionnelle, fait un effort supplémentaire pour exploiter au maximum la ressource qu'on met à leur disposition. Alors moi, je pense qu'il n'y a aucune commune mesure avec les 4000 mégawatts d'éolien qui vont être assumés par l'ensemble du Québec pour maintenir, là, il faut le dire, artificiellement, la Gaspésie en vie. Là, c'est pas pareil. On fait même pas de technologie, on importe la technologie allemande, c'est uniquement de l'assemblage, du soudage qu'on fait à Trois-Rivières, qu'on fait à Matane, puis qu'on maintient ces moulins à vent là, où tous les bénéfices sont exportés à l'extérieur du pays. Je n'ai rien contre EDF qui s'implante dans la région, mais tous les bénéfices se retournent en France. Ça, là, c'est, moi, à mon point de vue, c'est pas ça qui est du développement structurant. J'ai passé ma vie à l'en faire. Mais l'effort qu'a fait Résolu, qu'a fait Donahue à l'époque, en 84, la première cogénération au Québec, ils n'avaient pas de référence. Ils l'ont mis en place, on l'a bonifié avec les nouvelles aux appels d'offres, mais on est à 10 cents, puis on paye des éoliens 12 cents et demi. Mais on structure des emplois. L'éolienne, quand le moulin à vent est parti, c'est fini. Il y a un gars d'entretien, puis un coup que le montage est fait, regardez, là, on maintient ça pour pas déstabiliser l'industrie qui s'est mis artificiellement en place. Moi, je pense qu'il faut être honnête, il faut faire la part des choses. Les petites centrales, bien écoutez, on n'a rien inventé. Val-Jalbert, l'économusée, vous savez qu'est-ce que c'est. Vous en avez un ici dans la région. On essayait de trouver des moyens pour que le produit touristique soit autosuffisant en ayant un revenu d'appoint différent, mais en reconstituant également une partie du patrimoine. On ne fait pas un affront à la nature. On a remis la nature à contribution pour nous aider à rester en vie et avoir des perspectives d'avenir. C'est ce qui nous a permis d'anticiper d'investir 22 millions à Val-Jalbert et en faire un site. On commence, c'est une nouvelle vie, Val-Jalbert. Puis il y a des projets autour de ça, vous allez voir, ça peut devenir un élément de fierté pour tout le Québec, avec l'orientation qu'on veut y donner. Alors moi, je pense que c'est pas exorbitant ce qu'on a demandé à l'État québécois, comparativement au secteur d'aluminium. On avait parlé tantôt, mais encore là, il faut distinguer la région. Alcan fait ses barrages, produit son électricité, assume tous ses coûts. C'est toute la zone grise du canal du Saint-Laurent, les alumineries qui ont été implantées, qui coûtent en moyenne autour de 200 000 récurrents par job par année. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des études qui ont été faites par des économistes. C'est le coût qu'on n'a pas vendu de l'électricité à l'exportation dans le temps que les marchés étaient ouverts. C'est le coût qu'on pourrait vendre à l'Ontario, qui est pris avec ses centrales nucléaires, qui ne veulent pas réhabiliter, mais parce qu'on ne s'est pas parlé, qu'on n'a pas eu d'entente, où on pourrait avoir une phase 2 puis 3 de la baie James. Mais tantôt, il va falloir le faire. C'est l'environnement qui va nous l'imposer. Alors, je pense qu'il faut nuancer un petit peu. Il ne faut pas être aussi dur envers nous-mêmes, parce que là, on se fait harakiri entre nous, la région, depuis quelque temps. Là, il ne restera pas grand bonheur là-dedans là, si on maintient cette attitude-là. Puis, je trouve toujours curieux que quand c'est des choses qui se font dans le Québec profond, comme on dit, que là, tout de suite, il y a toujours des levées de boucliers. Quand on voit des choses qui se font ailleurs, là, on parle d'investissement, que ce soit Québec, Montréal ou encore Saguenay. On dirait qu'aussitôt que ça arrive, que c'est dans le secteur du Lac-Saint-Jean, tout de suite, c'est une dépense, c'est pas un investissement. Prenons exemple la prison. Comment est-ce que ça revient encore là-dessus? On va l'inaugurer, puis il y en a encore qui critiquent. Vous savez, à un moment donné, là, je pense qu'il faut penser aux gens qui sont alentour de nous. Le Lac-Saint-Jean a besoin de développement. Si on veut éviter l'exode des jeunes, il y a une seule recette, c'est quoi? C'est l'emploi. Si on n'a pas des emplois de qualité, des emplois qui sont diversifiés, des emplois qui sont technologiques, bien, on va passer vraiment à côté. On regarde, on a un bel exemple avec la municipalité d'Alma, avec les drones. Tant mieux, ça va apporter vraiment une nouvelle synergie, des nouveaux développements, etc. On a une nouvelle école de pilotage, nous, à Roberval. Parfait. Il y a des gens d'ailleurs qui vont venir chez nous. Ils vont même faire l'assemblage d'un nouveau type d'avion qui vont être distributeurs partout au Canada. À l'heure actuelle, il y en a déjà 2 de vendus. Faisons confiance à ça. Faisons-nous confiance. Et quand il y a des projets de développement, comme M. Hébert, quand M. Potvin est arrivé avec son projet de serre, ça fait combien d'années que vous en parlez? 10 ans. Au début, les gens n'y croyaient pas. Ben oui, mais à force de travailler, puis à force d'y croire, puis de tout mettre en œuvre, ben on va le voir se concrétiser. Faisons-nous confiance. Au départ, faisons-nous confiance et osons y croire.
Et arrêtons de toujours critiquer quand quelqu'un veut se démarquer et quelqu'un veut faire quelque chose. On dirait que c'est propre aux Québécois. Vous savez ce qu'on a sur notre plaque, là, je me souviens, là? Il me semble qu'on a beaucoup de misère avec ça. Mais il faut être fier d'être Québécois. Puis il faut être fier d'arriver de voir quelqu'un, un promoteur. Au Québec, quelqu'un qui réussit, c'est un bandit, c'est un voleur. Aux États-Unis, quelqu'un qui réussit, parfait. Bingo, on est fier de lui. On dirait qu'on a peur de voir un promoteur réussir. Il faut changer un petit peu cette mentalité-là et que quand on a des politiciens en place qui veulent essayer de faire quelque chose, essayons de leur donner une chance, qu'ils réussissent à y parvenir. Et arrêtons de toujours chercher, je vous dirais, la petite chose qui va faire qui ne sera pas correcte pour mettre des bâtons dans les roues. Merci. Prochaine question, Bertrand Tremblay, Le Quotidien. En fait, M. Hébert, vous voulez profiter du fait qu'il y a eu une erreur stratégique, une erreur de planification de la part des grands penseurs de Montréal lorsqu'ils ont décidé de construire des barrages, non pas pour les élimineries, mais pour exporter aux États-Unis. À ce moment-là, aux États-Unis, ils recevaient 17,5 du kilowattheure, ce qui était très payant. Mais avec l'exploitation du gaz de schiste, ce qui n'était pas prévu à l'époque, à l'heure actuelle, ils peuvent produire de l'électricité à moins de 3 cents du kilowattheure. Mais il reste un surplus que vous voulez exploiter, un surplus d'électricité qui ne serait pas, qui n'existerait pas si la planification s'était réalisée telle que prévue par les grands centres, parce que les grands centres n'agissent pas en fonction des régions. Alors, c'est ça que vous voulez profiter. Alors, j'espère que, là, vous dites, ça me surprend, ce que vous avez dit au départ, vraiment, le projet avance aussi bien que ça? Oui. Oui. Alors, moi, j'ai eu des rencontres avec... Alors, j'imagine que dans votre stratégie, vous mettez à l'avant le fait que si on continue, si on n'exploite pas l'électricité, si on n'exploite pas si on ne fabrique pas d'aluminium, même à perte sur le plan d'électricité, c'est qu'on va devenir dépendant, l'Occident va devenir dépendant de l'Asie et du Golfe Persique pour l'approvisionnement de l'aluminium, parce qu'il ne s'en produit presque plus aux États-Unis, il ne s'en produit pas en Europe, presque pas. Alors, il reste juste le Québec à l'heure actuelle qui en produit. Puis là, c'est les 25 000 tonnes d'aluminium qui viennent de Chine qui nourrit le monde à l'heure actuelle. Mais c'était pas ma question. C'est le gars dans L13 qui parlait. C'est très intéressant, M. Tremblay. C'est le gars dans L13. Non, mais c'est parce qu'on lance notre revue de mes soirs. Voilà. Un message publicitaire. Je voulais vous demander, quelle perception vous avez? On a parlé au début là, des villes, puis on a parlé des fusions. Quelle perception vous avez du résultat des villes fusionnées avec la loi Harel, telles que Saguenay, Sherbrooke? Quelle perception vous avez aujourd'hui? Parce que ces villes-là, la loi Harel leur a donné ce que vous n'avez pas, vous autres, je pense, leur a donné au maire le pouvoir d'un premier ministre. Nous, à Dolbeau-Mistassini, on s'est fusionné avant la loi Harel. On l'a fait de manière volontaire. En 97, on a réalisé la fusion. En 94, on a fait les référendums. Du côté du secteur de Mistassini, ça n'avait pas passé. Et on s'est repris en 94-95. Et là, le processus s'est mis en branle. Et nous, on avait un avantage, c'était qu'on savait que ça rapportait plus par citoyen. Les moyens financiers étaient plus intéressants de faire une fusion volontaire. Et nous, M. Tremblay, à Dolbeau-Mistassini, c'était la plus belle chose qui nous est arrivée. Parce que les deux municipalités qui étaient voisines, qui étaient jumelées puis qui étaient juste séparées par quelques rivières à peine, quand on s'est mis ensemble, c'est là qu'on est devenu la ville avec 15 000 habitants. Vous allez me dire 15 000, c'est pas grand-chose, mais 15 000 personnes qui tirent toutes de la même direction puis qui ont une volonté commune puis une vision commune, ça peut pas faire autrement que donner des bons résultats. Alors moi, j'en pense que du bien de la fusion de Dolbeau-Mistassini. Je pourrais pas me prononcer sur les autres, mais c'est sûr, quand on se regroupe, on est plus fort. Et nous, on en profite à l'heure actuelle. On a eu, vous savez, quand on a rénové nos centres sportifs, quand on a fait notre merveilleuse salle de spectacle, c'était parce que on avait une population importante. Puis aussi, il y avait eu des bonnes ententes avec nos voisins qui avaient décidé de nous appuyer un peu là-dedans. Je me souviens de ces choses-là. Mais vous savez, quand on regarde la salle de spectacle, quand on arrive au nord du Lac-Saint-Jean, M. Tremblay, j'espère que vous aurez un plaisir de venir la voir un jour, et qu'on entre dans cette enceinte-là pour ceux qui sont venus. Les gens de Montréal, ils appellent ça le coffre à bijoux. C'est tout en velours rouge et de toute beauté. Quand on arrive au nord du Lac-Saint-Jean, on dit,
Mon Dieu, c'est pas des rustres, ces gens-là, c'est des gens qui ont une certaine culture. Bien sûr qu'on est des gens cultivés aussi. Tu sais, on ne reste pas dans une sous-région. Et c'est pour ça qu'on est partenaire de tout ce qui est favorable à faire avancer l'économie régionale, autant à Saguenay qu'au Lac-Saint-Jean. Merci. Prochaine question, Thomas Verville, Énergie, et par la suite, Valérie Fortin, TVA. Question pour M. Larouche. C'est une question très simple, mais comment ça va au sein du conseil de ville de Roberval à la suite de cette rencontre avec les intervenants du ministère des Affaires municipales? Est-ce que ça s'est arrangé un peu? Puis aussi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez trouvé votre entrée en politique? Est-ce que c'est différent de ce à quoi vous vous attendiez au départ? Je vais commencer à répondre par la première question. Mais écoutez, je vous dirais, ça va très bien. Je pense que tout le monde ensemble, on apprend à travailler ensemble. Il y a beaucoup de discussions qu'on a eues. On va continuer également au niveau de la démarche. On a prévu tout le monde ensemble au niveau du conseil à différentes démarches qu'on veut faire dans le but d'améliorer les perceptions, dans le but d'être en mesure aussi de mieux se connaître. Parce que juste de se rencontrer, on a eu tellement de dossiers chauds à discuter, juste de se rencontrer dans le cadre du travail, ça n'amène pas une perspective au niveau humain. Donc, de faire quelques activités aussi ensemble, ben ça nous apprend à découvrir l'autre et à être mieux en mesure de le comprendre. Et ce qui est important dans tout ça, c'est que tout le monde alentour au niveau du conseil, tous ensemble, on a à cœur le développement de notre municipalité et de notre région. Et on est en train de tout mettre en place pour, je vous dirais, devenir un conseil de ville fort et d'être en mesure de régler nos dossiers rapidement et de se tourner vers l'avenir. Parce que est-ce que c'était ça le problème? Vous vouliez aller rapidement, puis le conseil était plus prudent? Ou? Bien, je vous dirais, c'est sûr que quand on arrive dans l'entreprise privée et qu'on est je gérais au niveau des inventaires 2 concessions automobiles. Je m'occupais de la publicité de 3. J'étais habitué à prendre des décisions extrêmement rapides, peut-être trop rapides au rythme de certaines personnes qui, eux, sont habitués de fonctionner d'une manière... qu'on pense à des gens qui ont travaillé au niveau du secteur, que ce soit de la fonction publique, de l'enseignement ou dans le cadre de municipalité, on n'a pas la même vitesse d'exécution. C'est la première fois de ma vie que j'ai un salaire fixe. J'ai toujours été habitué à gagner ma paye. J'ai toujours été à commission. Je savais pourquoi je me levais le matin. Je suis habitué d'avoir des résultats. OK. Donc, il faut qu'au niveau de la ville, qu'on s'habitue aussi d'avoir une certaine imputabilité. On est redevable envers les citoyens et on doit donner des résultats. On doit démontrer qu'on avance et non pas qu'on recule. Et ça, c'est un facteur qui est important. Je me souviens d'une directrice qui me disait tout le temps j'aime mieux retenir un étalon que de fouetter un âne. Okay? Si on veut que ça avance, c'est plus facile d'en retenir un que si quelqu'un a déjà contrôlé des chevaux de trait, c'est plus facile de dire wow que vous êtes un étalon. De fouetter. Oui, pas. Vous avez prononcé le mot concession automobile. Oui. Pourquoi on n'entend plus personne parler du conflit? Bon, je ne sais pas. Je pense que M. Roberval, vous en avez un qui était en locale. Saint-Félicien, en avez-vous? Des politiciens, je sens qu'on n'entend personne sur ça. Ça fait 1 an et demi. Qu'on n'entend personne sur le local. Même, écoute, on a des députés, Claude Poitry, qui n'a pas le droit d'en parler. Il y a des lettres d'avocats contre lui qui n'a pas le droit d'en parler. Il sent qu'on n'entend pas parler du local automobile. Mais c'est un conflit qui est privé. C'est une compagnie qui a un conflit avec ses employés. C'est privé, c'est pas public. Donc, il n'y a aucun appui de votre part? Je ne dis pas qu'il n'y a aucun appui, mais c'est un conflit qui est privé. J'ai pas de vin? Non, écoutez, c'est sûr que c'est surtout dans une ville comme la mienne, la ville de l'automobile. La ville automobile. Ça fait une aide d'honneur quand on rentre en région au lac. C'est sûr que on ne souhaite pas ça à personne. Mais il y a peut-être eu, je pense, au niveau même des propriétaires, peut-être une mauvaise évaluation de la situation. Il y a eu des avantages qui ont été donnés aux travailleurs qui aujourd'hui voudraient revoir, mais c'est dur d'enlever des gains que des travailleurs ont âprement gagnés au cours des dernières années. Mais je pense que la situation réclamera au moins que ça dialogue, que les gens se parlent puis fassent des constats. Moi, chez nous, c'est sûr que c'est la ville de CSD. Le zoo est CSD. La Syrie est CSD. Quand les difficultés de la forêt ont arrivé en 2005-2006, c'est la petite Syrie chez nous qui a fait la première concession, le 2 piastres de réduction, là,
pour assurer une partie de l'avenir de la scierie, ben c'est les gars de la CSD qui l'ont fait. Le zoo vient de régler sa convention dans un temps record, puis les propositions ont été acceptées presque à l'unanimité. Pourquoi dans l'automobile, ça? Ben, moi, je me fie beaucoup. J'étais un syndicat militant à la CSD, mais qui a des origines là, profondes, même spirituelles. Là. C'est l'ancien syndicat catholique. Là. Je connais personnellement le président François Vaudreuil, qui déplore aussi la situation, qui est probablement un des chefs syndicaux les plus ouverts, les meilleurs communicateurs. Alors, j'ai l'occasion d'échanger avec lui de temps en temps. Il n'y a pas eu de demande formelle d'intervention. Je pense qu'on respecte la démarche, la loi qui permet là, aux travailleurs de s'afficher et de protester. Mais il faut que ça se fasse dans les limites. Au début, il y a eu des petits ajustements parce qu'il y avait un empiètement là, définitif sur la voie publique, puis il y avait des questions de sécurité. Auriez-vous que Québec intervienne dans ce dossier-là? Ben, je pense que on va quasiment être rendu là. On le voit dans d'autres conflits parce que c'est l'automobile ou peut-être que c'est en région, c'est moins important, mais je pense que le ministre du Travail devrait créer au moins là, des tables de rapprochement formelles. Parce que je pense qu'il y a peut-être là, une mauvaise compréhension là, de la réalité actuelle sans prendre parti là, au fond du conflit. Je pense qu'il y a des ajustements qui pourraient être salutaires pour tout le monde sans compromettre là, des grands principes. Je pense qu'il y aurait le gros bon sens, il y aurait la réalité là, des éléments de la Convention là, qui pourraient être revus puis sans que personne perde là-dedans. Parce que les autres conventions s'en viennent. Québec-Montréal, ça s'en vient. La région, je vous dirais, c'est beaucoup plus les grands sacrifiés là-dedans. Parce que les concessionnaires ont réalisé qu'ils n'ont pas besoin de donner de service pour vendre des autos. Et vous savez, c'est tout un signal qu'on envoie quand on laisse perdurer des conflits comme ça au niveau de la région. On envoie tout un signal aux entreprises qui désirent venir s'établir chez nous. Qu'on pense à ce qui s'est passé avec Walmart, puis qui ont fermé à Jonquière, etc. On voit souvent des conflits qui durent et qui perdurent. Et pendant ce temps-là, on essaye d'avoir des investissements d'entreprise. Le signal est négatif. Le signal est négatif autant pour la région, autant pour les individus, autant pour l'entreprise. Le signal est mauvais du syndicat. Des conflits. Je ne parle pas du syndicat, je parle des conflits. Que ce soit propriétaire, que ce soit les syndiqués. D'envoyer un signal de conflit est extrêmement néfaste pour notre économie. Et ça, c'est pas bon. C'est qu'on arrive à Roberval, Saint-Félicien ou Dolbeau-Mistassini et qu'il y ait des gens qui sont en conflit, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas une belle image. C'est pas l'image qu'on aimerait de notre région. Malheureusement, notre région, au fil des ans, puis on l'a démontré, puis ça fait historiquement, bien, quand il vient le temps des conflits, bien, qu'on a de la misère à s'entendre. On dirait qu'on a de la misère à trouver des solutions ensemble, de part et d'autre. Au pire, on les enverra le Mamero, peut-être que ça ira mieux après. Oui, ils feront des activités. Vous aviez une deuxième question? Ils feront des activités. C'était quoi déjà? Le bilan, en fait, de votre... ça fait pas 8 mois que vous êtes arrivé à la mairie? Oui, tout près. Donc, est-ce que c'est différent de ce à quoi vous vous attendiez? C'était ma deuxième question. Je vous dirais que je m'amuse. J'ai la chance à tous les jours d'être en mesure de travailler pour les concitoyens et de faire avancer ma région. Je pense que en démontrant de l'implication, du travail, puis de la détermination, on vient à bout de tout. Puis c'est la preuve. Merci. Prochaine question, Valérie Fortin, TVA. Par la suite, Louis Tremblay, Le Quotidien. Question pour M. Hébert. Projet de deuxième pont au-dessus de la rivière Mistassini. Est-ce que c'est un projet qui est toujours dans l'air? Est-ce que ça avance ou on l'a mis ce projet-là en dessous de la pile? Les discussions que j'ai eues avec M. le Premier ministre étaient à l'effet que le processus poursuivait son cours. En 2013, c'était une priorité pour le ministère des Transports. Évidemment, le nouveau gouvernement vient de s'installer, doit faire un peu le ménage là, et voir les comptes publics. Et moi, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il sera refait en entier. Et c'était drôle parce que quand on a évoqué la possibilité d'un 4 voies, il a dit « ça veut dire qu'à Saint-Félicien, on va en faire un 6 voies ». C'était rigolo un peu comme entretien, mais moi, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il est sécuritaire au moment où on se parle. C'est parce que vous devriez voir le matin, entre Dolbeau et Mistassini,
il est rendu maintenant avec une congestion automobile le matin, c'est parce que ça arrive dans un entonnoir. Alors, l'aspect de sécurité, il est correct, mais on ne peut plus mettre de couches d'asphalte dessus. Il faudrait qu'ils soient tous râpés au complet pour pouvoir mettre de l'asphalte. Vous avez remarqué qu'ils ont fait une passerelle pour les ponts, pour les bicyclettes, parce qu'ils n'étaient pas capables de mettre un accotement ou mettre une partie à côté. Ils n'auraient pas été capables de le prendre à cause du poids. Donc, c'est pas au niveau de la sécurité, c'est au niveau de son revêtement qui est un problème majeur. Et sa configuration va être complètement changée. Il y a des concessions automobiles, il y a des garages, il y a des voitures, c'est-à-dire des bâtiments qui seront expropriés. Et moi, je suis confiant que d'ici à la fin de mon mandat, normalement, il devrait y avoir un début de construction pour le pont. Merci. Prochaine question, Louis Tremblay, Le Quotidien. M. Larouche, votre directeur général, Jeannot Gagnon, a pris sa retraite de façon un peu prématurée. Votre directeur d'urbanisme vient de tomber en congé maladie suite à un dossier de dézonage, puisqu'il y a eu des interventions politiques qui auraient été faites auprès du comité consultatif d'urbanisme. Quelqu'un, semble-t-il, qui a réussi et qui voulait se faire dézoner, puis finalement, le comité consultatif d'urbanisme a dit non. Sauf que le directeur de l'urbanisme est parti en congé maladie là-dessus. Est-ce que c'est le signal d'une saine administration municipale, ce genre de choses-là? Et est-ce que Jean-Guy Tardy va survivre à votre règne? Très bonne question, mon cher monsieur. Écoutez, le comité consultatif d'urbanisme est le comité, la porte d'entrée pour le développement d'une municipalité. C'est donc important qu'on envoie un signal de développement. On envoie un signal positif, de partenariat. Pour votre information, M. Tremblay, par la suite, le comité consultatif a revisé sa position suite à la rencontre avec le promoteur et avait décidé de recommander la modification du zonage. Par contre, le conseil de ville a décidé de garder la première solution dans ce dossier-là. Est-ce que le promoteur, c'est un de vos amis? Non, c'est pas un de mes amis. Il faut comprendre une chose, M. Tremblay. À Roberval, tout le monde se connaît. Tout le monde se côtoie. Tout le monde, des fois, est quasiment parent avec tout le monde. Donc, quand on a grandi dans une municipalité où on est à peu près 10 000, c'est certain qu'on a tous rencontré des gens à l'épicerie, au dépanneur, au restaurant, à Marina ou un petit peu partout. Et ça, c'est tout à fait normal. Okay. Vous me disiez, est-ce que M. Tardy va survivre à mon règne? M. Tardy, ça fait 40 ans de loyaux services qu'il donne à la municipalité. M. Tardy en a parlé à plusieurs reprises. Il désire prochainement prendre sa retraite. Quand? On ne le sait pas. On espère le garder le plus longtemps possible avec nous autres. Par contre, on n'empêche jamais quelqu'un qu'après avoir autant donné à une municipalité, s'il désire prendre sa retraite, ça sera son choix à ce moment-là. Mais c'est lui qui en décidera ainsi. Roberval, on est rendu à l'ère où on va faire du développement, qu'on va avancer, qu'on va régler les dossiers, et ça, c'est ce qui est la priorité là-dedans. J'aimerais vous entendre, messieurs. Il y a eu encore un accident de la route triste la semaine dernière, face à face. Je comprends qu'il n'y aura jamais d'autoroute à 4 voies divisées qui va faire le tour du lac. Mais comment vous voyez le lien routier qui fait le tour du lac, où l'été, des fois, quand on est pris en arrière d'une roulotte, il y a toujours quelqu'un qui finit par se fatiguer parce qu'on ne peut pas dépasser, on passe dans les villages à 50, beaucoup de face-à-face, des pertes de vie sur la route au lac. Comment vous voyez ça comme maire? Comme je vous dis, je comprends que la solution de la côte-route à voie divisée est impossible, mais comment vous voyez ça comme maire, puis humainement, puis comme un peu responsable des gens de la région? Ça, c'est une bonne question, justement. On en parlait encore au conseil hier. C'est le quasi-monopole, puis la seule vérité qui existe au ministère des Transports. Les autres, ils ont la foi, ils ont la loi, ils ont tout. Moi, je voudrais qu'on fasse comme l'Ontario, comme certaines provinces. Dans nos territoires municipalisés, moi, j'ai 200 km de route, 365 km de territoire. On voudrait être capable de gérer au moins la vitesse puis le comportement du trafic sur nos territoires. Moi, je suis traversé par 2 routes régionales qui causent vraiment des problèmes parce qu'on transite par les mêmes axes, l'exploitation, le transfert de la ressource, la clientèle touristique puis la clientèle locale. Mais ça, le transport, ils ne comprennent pas ça. Les autres, c'est la fluidité, coûte que coûte.
On le sait, dans le secteur de Saint-Prime, là, il y a eu des presque accidents avec des commerces localisés. Moi, je voudrais qu'on ait au moins la latitude. J'ai fait la demande là, pour Saint-Eusèbe. Vous savez qu'il y a des problématiques qui transitent le matériel puis qui me causent là, des problèmes d'inconfort aux résidents. Boulevard du Jardin, l'accès au zoo, de la Forêt-École, la chute à Michel, tous les attraits sont situés dans un secteur d'à peu près 4 km, qui est une route régionale qui n'a pas sa place, qui a été déplacée par erreur, qu'on veut ramener dans son vrai tracé. Mais le ministère n'est pas capable d'entendre, n'est pas capable d'écouter nos justifications. Puis là, on nous dit qu'on va nous donner, le gouvernement, j'espère, M. Couillard va probablement changer ça. Il nous dit qu'il va avoir une autre attitude avec ses ministères. Si on décide, on va donner d'un comportement de gérer un climat, une atmosphère sur nos territoires, bien, c'est nous autres qui prendrons la responsabilité. En une minute, M. Hébert. Bien, en fait, j'aime bien le propos de M. Potvin. Quand on parle d'autonomie, là, c'est de ça qu'on veut parler. Ouais. Quand on a parlé un peu de la société d'énergie, on se fait dire par les autres, non, faites pas ça. Si on pouvait prendre le contrôle de notre destinée, on est les mieux placés pour savoir ce que notre population a besoin. Et souvent, dans ces offices-là, on a l'impression que hors de Montréal, point de salut. Et nous, au Lac-Saint-Jean, moi, je me rappelle de M. Henri-Paul Brassard, qui était un maire assez connu à Delbos, que M. Tremblay connaissait bien. Il disait que c'était des chemins de vaches qu'on avait autour du lac. Puis je vous dis qu'en période de printemps, là, c'est assez particulier de voir qu'on n'a pas le droit d'avoir un lien routier de qualité. C'est assez insultant. Je partage les propos de M. Potvin. On devrait être en mesure, nous autres, d'avoir des chemins de qualité. Puis justement, quand on arrive avec des accidents mortels comme ça nous rend d'une tristesse innommable de voir que des jeunes personnes décèdent à cause souvent des mauvaises configurations des routes, etc. Je pense que c'est sûr, mais c'est parce que la population n'est pas tellement nombreuse. Hein? Alors, on se rend bien compte. Pour être allé en Outaouais, je peux vous dire qu'il y a des petits coins, là, quand tu vas par Tursault, etc., là, ça fait dur aussi. C'est tout le temps que nous avions. Merci, M. Hébert. Merci, M. Potvin. Merci, M. Larouche. On aurait pu faire 2 heures.